Avant de lancer cette table ronde, je vous propose quelques éléments de réflexion pour continuer à alimenter notre discussion aujourd'hui sur le thème de la LPM. C'est le résultat d'une enquête qui nous a été transmise par CXP Group, qui a interrogé un certain nombre d'OIV. Et ici, en fait, il s'agit de voir où ils en sont dans la lecture de la LPM et la mise en conformité de leur récit d'importance vitale. Donc, en fait, par rapport à toutes ces sociétés qui ont été interrogées, donc on ne peut pas révéler l'identité, mais en fait, ils sont bien avancés, comme on peut s'y attendre, sur les premières étapes de la mise en œuvre de la loi. Ils sont à 57% à avoir réalisé l'état des lieux des exigences légales. 55% a fait la cartographie des systèmes, donc on tend vers la définition des SI d'importance vitale. 53% sont allés jusqu'à l'homologation des systèmes, l'homologation de sécurité des systèmes. Et si on continue dans les 20 mesures de sécurité qui sont demandées par la loi de programmation militaire, celle qui vient en premier dans la mise en œuvre, c'est l'identification et l'authentification des utilisateurs. Après, on a vu qu'il y avait des mesures de sécurité qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Le niveau de complexité, comme il nous a été présenté par Étienne Carbras, c'est plus important. Et voilà pourquoi, au niveau du cloisonnement des réseaux, par exemple, nous sommes à 34%. La mise en place d'un système d'administration dédié, c'est pareil, on descend à 29%. Et le plus difficile dans tout ce qui a été sondé est la mise en place de la détection et de la notification des incidents. Voilà pour ce qui est des chantiers prioritaires ou des mesures de sécurité pour la LPM. Donc voici nos intervenants pour la table ronde. Donc nous accueillons en plus Christian Sévère de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Je vais peut-être lui donner la parole en premier pour lui demander comment il réagit par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent et peut-être avant tout dans quel cadre il intervient dans cette conférence. Alors pour ma part, bonjour. Pour ma part, je ne fais pas partie des OIV. Je ne suis pas soumis à la LPM. Donc c'est plutôt sur un retour d'expérience d'un contact dont je ne citerai pas le nom ni donc la société, et bien de l'implémentation justement de la LPM. Donc c'est un retour c'est le retour d'un retour. Donc forcément il y aura peut-être quelques manques. Et en tout cas il n'y aura strictement rien de confidentiel et donc on restera sur des principes généraux. Est-ce qu'on peut donner le secteur d'activité ? Alors, le secteur d'activité, c'est les télécoms. Voilà. Donc, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, quelques premières réactions ? Alors, c'est un secteur qui est quand même assez avancé sur la sécurité. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour eux. Donc, forcément, il y a un certain nombre d'actions qu'ils avaient déjà mis en œuvre. Même si souvent, c'était des actions très opérationnelles et il y avait des manques sur la partie organisationnelle, notamment. Il y a ces points qui ont été améliorés. Et puis, alors, aussi, une principale difficulté qu'il y a eu et que tout OIV rencontre, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc déterminer quels sont les systèmes d'importance vitale. Bien sûr, ils connaissaient déjà les systèmes qui étaient critiques pour leur activité. Maintenant, ceux qui représentaient un risque pour la nation, c'était un peu plus délicat et en tout cas c'était nécessaire pour pouvoir s'investir pleinement dans la sécurisation de ces systèmes. Je vais continuer avec l'ANSSI, M. Hautser. Dans le processus, donc, on a vu qu'il y a la première partie qui est l'identification des SI d'importance vitale. À côté de ça, nous avons les arrêtés qui viennent au fur et à mesure. Vous nous avez dit s'il y a moins un an de retour d'expérience selon les secteurs. Où en sommes-nous dans l'identification des SI d'importance vitale en termes d'avancement de ce travail? Est-ce qu'il y a encore pas mal de travail à faire au niveau des différents secteurs? Donc en gros, le travail est bien avancé pour tous les secteurs qui sont concernés.
Pour prendre un exemple, tous les secteurs qui sont à forte proportion industrielle, que ce soit les transports, tous les sous-secteurs de l'énergie, la gestion de l'eau, tout ça, ce sont des secteurs qui sont déjà concernés, l'industrie aussi. Et dans la plus grande partie des secteurs, tous les opérateurs, enfin, la majorité des opérateurs a joué le jeu de cette identification. On se retrouve avec finalement très peu d'opérateurs qui ont décidé ou sont arrivés à la conclusion qu'ils n'avaient pas de système d'information d'importance vitale. Le nombre de SIV désignés par chaque opérateur, en moyenne, on doit être entre 3 et 5, je pense, avec évidemment de fortes disparités suivant la taille des acteurs et puis leur mission ou, on va dire, le périmètre qui couvre sur le territoire national, hein, des acteurs qui sont présents dans des localisations multiples ou sur des réseaux, par exemple, quelle que soit la spécialité ou le type du réseau, ça va déclarer beaucoup plus de systèmes d'information d'importance vitale. Voilà. Donc là, on est dans la même démarche que pour les données à caractère personnel et ce qui était demandé par la CNIL, la déclaration. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, l'ANSSI sera amené à intervenir pour dire à certains acteurs il nous manque des SI d'importance vitale? Alors c'est déjà le cas. Donc comme évidemment la désignation OIV, la liste des SIV, tout ça c'est confidentiel défense, donc on ne va pas publier des chiffres là-dessus, mais c'est déjà le cas dans ce processus de déclaration. La première étape, c'est que l'opérateur d'importance vitale envoie sa liste de SIV à l'ANSSI, et il y a un examen de cette liste-là par des gens comme moi qui sont coordinateurs sectoriels, donc qui avons pour mission de connaître les activités des opérateurs et les métiers. Et donc, on va parcourir ces listes et identifier est-ce qu'il manque des grands composants, est-ce qu'il manque aussi des applications qu'on connaît et qui devraient figurer là, ou alors est-ce qu'il n'y a pas de SIV du tout. Ça, c'est un indice en général que quelque chose ne va pas, par exemple. Voilà. Et donc, l'ANSSI va collecter à la fois sa propre opinion, l'opinion des services techniques de l'ANSSI pour la partie plus technique et moins métier, et puis surtout l'opinion des ministères coordonnateurs de chacun des secteurs. Donc, par exemple, moi qui m'occupe des secteurs de l'énergie, c'est le ministère de l'Environnement qui a donné un avis sur est-ce que tel opérateur a eu raison de ne pas considérer tel système d'information, par exemple. Et pour revenir sur la difficulté de savoir qu'est-ce qui est vital ou qu'est-ce qui ne l'est pas, je vous rappelle qu'on parle à des opérateurs d'importance vitale qui ont déjà été désignés dans un cadre plus physique et moins système d'information, et ils ont été désignés sur la base d'une directive nationale de sécurité qui, pour chacun des secteurs, va identifier les missions vitales. D'accord ? Donc du coup, il y a quand même, et l'opérateur a répondu à ces missions vitales avec un plan de sécurité opérateur où il a fait sa propre analyse de risque en disant bah oui, moi, par rapport aux missions vitales du secteur, je contribue à celle-là, celle-là et celle-là, et donc je vais en particulier rechercher les systèmes d'information qui m'aident, qui sont des soutiens à ces missions. D'accord ? Donc, il y a quand même un lien avec d'autres documents, avec d'autres réflexions qui ont été faites par les opérateurs depuis un certain nombre d'années et qui ont été validées ou pas par les ministères. C'est-à-dire, quand un secteur va dire « ah ben non, moi, finalement, je déclare aucun SI parce que cette activité-là, je considère qu'elle n'est pas vitale », ben, on va se retourner vers le ministère, on va regarder le plan de sécurité opérateur ou les missions du secteur, on va dire bah, « si, celle-là, elle est vitale ». Donc, vous devriez réviser votre liste pour en tenir compte. Voilà, comme exemple. Alors, une fois les SIV identifiés, l'étape suivante, c'est l'homologation. En quoi ça consiste, l'homologation ? Alors, pour réagir aux chiffres que vous citiez, où 50% des homologations sont déjà faites, alors c'est assez surprenant quand même, parce que... c'est peut-être important de poser la question. Qu'est-ce que l'homologation ? Voilà, alors qu'est-ce que l'homologation ? Donc, l'homologation, ça va consister à faire... pour chacun des systèmes d'information, une analyse de risque qui va donc être spécifique au système d'information, à mettre en place des mesures de protection en conséquence de cette analyse de risque pour essayer donc d'abaisser le niveau de risque résiduel, à faire constater la bonne mise en place de ces mesures de protection et de la conformité par rapport aux règles de la LPM avec un audit de sécurité.
qui comprend un audit d'architecture, un audit organisationnel et des tests d'intrusion, pour faire simple, d'accord. Et ensuite à prononcer l'homologation, d'accord. Donc toutes ces étapes-là, je pense qu'on n'y est pas encore, d'accord. Par contre, beaucoup d'opérateurs avaient déjà des cycles internes de mise en production de ces systèmes-là. Donc on peut le raccrocher à des processus qui existent, mais je pense que l'homologation en tant que telle, avec notamment le recours à un prestataire d'audit qualifié pour réaliser l'audit d'homologation, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait encore. Voilà. Et encore une fois, c'est normal parce qu'ils ont le temps. On parlait d'analyse de risque, on va identifier des risques, ça veut dire que l'ANSSI va donner les niveaux de risque résiduels tolérés? Alors non, l'ANSSI a fixé des règles de sécurité qui doivent être respectées, d'accord. Donc ça va être une approche conformité, d'accord. C'est au dirigeant de l'entreprise ou à quelqu'un à qui il aura délégué cette responsabilité de définir quel est le niveau de risque acceptable. C'est-à-dire ce que nous on va dire, c'est les règles de sécurité doivent être mises en œuvre, ça c'est le minimum. Mais par contre, peut-être que pour votre sécurité, pour votre système d'information, pardon, pour votre métier particulier, vous devez adapter ou compléter ces règles de sécurité ou les mettre en œuvre de la manière la plus appropriée pour votre organisation. Et c'est ça que va permettre l'analyse de risque et la mise en œuvre des mesures de protection derrière. D'accord ? Donc en gros, il y a plusieurs façons de faire la LPM. Et il y a des façons qui sont plus ou moins adaptées ou qui vont couvrir plus ou moins les risques spécifiques de l'entreprise. Et cette homologation, c'est ça. C'est au-delà de l'obligation de moyens et de résultats, comment je vais le faire au plus proche de ma réalité. Et qu'est-ce que je vais accepter pour mon entreprise en tant que risque résiduel. Et c'est là qu'encore une fois, comme pour adopter la PSSI, on va demander à ce que, enfin on demande informellement dans la règle de sécurité, que le management de l'entreprise au plus haut niveau soit impliqué dans cette prise de risque-là. Et c'est le principe de l'analyse de risque et des risques résiduels, c'est que celui qui signe en disant c'est OK, il accepte, il donne les moyens aussi d'accepter ces risques-là. Si on prend sur le volet juridique, maître, de ce que j'entends depuis le début de la conférence, j'entends beaucoup d'éléments côté technique, des mesures de sécurité. En quelle mesure il est nécessaire pour une entreprise qui serait concernée d'avoir un accompagnement juridique? Alors, je vais parler du RGPD parce que c'est celui qui a le plus de résonance sur un plan pratique à date d'aujourd'hui. Je dirais que dans cette analyse de risque qui va être établie, on va dire en préliminaire de toute la mise en conformité, on a dans la RGPD différents niveaux. Selon que le traitement est dit, selon des critères qui sont déterminés dans le règlement, à risque ou pas, on a des obligations qui correspondent et donc cette qualification-là, qui dépend de la criticité de la donnée, notamment, qui dépend également de la composition du système d'information, c'est plutôt du domaine juridique que les choses vont se décider. Si on revient à la LPM, oui. Quels sont les enjeux juridiques? En quelle mesure il est nécessaire d'avoir un accompagnement? Et dans cette question de mise en place de la LPM, comment faire déjà le lien avec la directive Nice? Alors sur la LPM, c'est vrai que là le travail est bien plus du domaine de l'ANSSI que des praticiens. Dans la LPM, il y a certes des sanctions, ça a été évoqué tout à l'heure, des sanctions pénales pour le dirigeant, on va dire, qui n'agit pas pour se mettre en conformité vis-à-vis de la LPM, qui sont des sanctions pénales qui seront probablement, qui peuvent être appliquées, qui sont un levier pour contraindre les entreprises à agir. C'est 150 000 € pour la personne physique, donc le représentant légal, et ça peut monter jusqu'à 750 000 €, c'est les peines maximales pour l'entreprise elle-même. Bon, alors c'est d'ailleurs, je dirais que ce qui a fait qu'aujourd'hui on en vienne à faire des lois pour des systèmes qui étaient en place avant, je dirais, sans loi, c'est que, en particulier sur les réseaux, c'est qu'on avait un opérateur monopolistique public. Aujourd'hui, tout est libéralisé, c'est une multitude d'acteurs privés. Et donc, ce qui fait qu'on a mis ça dans le domaine de la loi, mais pour partie,
ça reste dans un domaine qui n'est pas hors la loi, mais qui est hors des textes légaux. C'est justement pour contraindre ces entreprises. Parce que le fait de rendre obligatoirement conforme un certain nombre d'entreprises, des opérateurs d'importance vitale pour leur SIV, et de dire que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas conformes à la loi et qu'il y a un risque pénal associé, du coup, ça peut même avoir des répercussions simplement sur des problématiques de responsabilité civile. C'est-à-dire que si demain un opérateur n'est pas conforme et que quelque part on peut déduire de sa qualité, par exemple parce que c'est un ancien opérateur historique dans le domaine des télécoms, qu'il a quand même des obligations à mettre en œuvre et qu'il ne les a pas mises en œuvre, même la responsabilité civile, le préjudice qu'il a causé du fait d'un manquement, peut éventuellement donner lieu à réparation à des tiers qui... Donc je dirais que ce contexte-là, qui est certes légal, mais qui est pour partie, qui appartient quand même à un domaine qui n'est pas celui des juristes praticiens, mais qui est celui de l'ANSSI, il doit quand même être comment dire, intégré dans une logique juridique générale pour l'entreprise de gestion de son risque juridique. On disait que la directive NIS doit être transposée dans la législation locale d'ici 2018. Est-ce que l'on sait déjà quelque chose là-dessus? Donc l'ANSSI est chef de file de la transposition et de ce travail interministériel, donc qui va faire intervenir l'ANSSI, mais tous les ministères qui sont responsables de chacun des secteurs. Donc le travail est en cours, il n'y a rien de finalisé, on est en train de consulter les ministères à ce sujet-là. Le travail, ça va être définir comment on va identifier les opérateurs de services essentiels. Le travail, c'est aussi quelles vont être les règles de sécurité. Là-dessus, encore une fois, l'ANSSI va s'appuyer sur les règles LPM, d'accord, ou sous un sous-ensemble de ces règles LPM, ça c'est à peu près acquis. Ensuite, sur les détails et quels vont être les OSE, quel est le rapport avec les OIV et tout ça, je vais rester très flou aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'arbitrages qui ne sont pas rendus. Il y a une volonté, en tout cas, de l'ANSSI de ne pas compliquer ou de ne pas refaire une deuxième loi qui s'appliquerait en double aux opérateurs qui étaient concernés en premier lieu par la loi de programmation militaire. Mais par contre, un point important, c'est que la directive NIS, c'est une directive qui vise le marché intérieur, qui vise l'économie, d'accord ? La loi de programmation militaire, ça vise la défense et la sécurité nationale. Donc il y a aussi des enjeux de souveraineté pour la France que de dire c'est pas la même chose. En pratique, ça va donner des règles similaires qui vont être appliquées à des systèmes d'information différents. Mais il y a aussi un enjeu de dire que la directive NIS, qui est de la responsabilité de l'Union européenne, c'est pas la même chose que la loi de programmation militaire, qui est de la responsabilité de l'État français souverain pour un domaine qui le concerne pleinement, qui est la défense et la sécurité nationale. Donc évidemment, si l'économie ne marche plus, on a un problème de potentiel de guerre et de survie de la nation. Mais on peut avoir d'autres choses qui impactent le potentiel de guerre, la survie de la nation, la santé de la population, et celles-là ne sont pas du ressort de l'Europe. Voilà, donc il faut bien faire cette distinction-là, même si, encore une fois, pour quelqu'un qui va devoir appliquer ces règles de sécurité, ça va être extrêmement similaire, ou ça va se rapprocher en tout cas. Et tant mieux, parce que un point important, c'est que les règles de la loi de programmation militaire, l'ANSSI ne voit pas ça comme les règles ultimes qui doivent protéger les systèmes les plus importants. Elle voit ça comme des bonnes pratiques dont on va rendre l'application obligatoire avec un bon niveau de sécurité qui est celui applicable à des enjeux qui sont l'importance vitale, d'accord ? Mais par contre, c'est loin d'être le top de la sécurité. Enfin, ce ne sont que les mesures d'hygiène pour les OIV. Et voilà, c'est ça. Et encore une fois, d'un bon niveau, d'un niveau qui est à la hauteur des enjeux, mais ce ne sont pas... voilà, avec ça, on va répondre aux grands enjeux de sécurité que je citais au départ, notamment aux attaques avancées, aux risques de sabotage et aux risques d'exfiltration de données. Voilà, c'est vraiment ça, la fuite du savoir-faire, etc. Par exemple, ces enjeux-là, les règles sont à la hauteur de ces enjeux-là, et on ne les réclame pas sur l'ensemble des systèmes d'information français, on les réclame sur 3% des systèmes d'information des entreprises qui sont concernées. Étienne Cabra, vous avez accompagné un certain nombre d'OIV.
On a parlé d'une vingtaine de mesures de sécurité, notamment la mise à jour de la politique de sécurité pour les SI d'importance vitale. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un SMSI pour cet environnement-là ? En fait, globalement, je pense que l'important, c'est de s'appuyer sur ce qui est déjà en place au sein de l'OIV en question. Donc s'il a mis un système de management de la sécurité de l'information en place, autant s'y appuyer dessus. Maintenant, ce qui est demandé à minima par la LPM, c'est la notion de politique de sécurité qui soit la plus en phase avec le terrain pour chaque SIV. Et donc en fait, c'est pas forcément une seule PSSI, comme on peut le voir souvent au sein des entreprises, qui vise à faire un document chapeau qui ensuite peut être décliné selon les périmètres, selon les techniques ou organisationnels. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être une PSSI par SI d'importance vitale, qui à ce moment-là sera construite dans le cadre, pourquoi pas, de l'homologation, pour venir décliner sur ce périmètre précis les 20 règles, puisque de toute façon il y a obligation de respecter ces 20 règles, plus les mesures complémentaires identifiées dans le cadre de l'analyse de risque. Et pour ce qui est de l'analyse de risque, est-ce qu'il y a une méthode d'analyse qui s'impose ou chaque organisation a son approche ? Alors, d'un point de vue conformité, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas EBIOS, par exemple, qui est imposé parce que ça aurait été fait par l'ANSSI ou autre. C'est conseillé, parce qu'au moins, on est sûr que ça respecte tout ce qu'attend l'ANSSI d'une vraie analyse de risque. Donc, si on n'est pas mature sur le sujet, EBIOS, pourquoi pas, ou une version plus contextualisée, pour être sûr d'adresser les différents types de menaces, les différents scénarios, etc. Mais pas d'obligation réglementaire sur la méthode d'analyse de risque. On a vu que vous avez accompagné surtout des grandes entreprises. Ça veut peut-être dire que les PME sont en retard par rapport à ce sujet-là, où le coût est prohibitif. J'ai vu être pas seulement dans une approche théorique, mais une approche pratique et avoir des arbitrages. Comment ça peut être fait par les PME qui sont soit directement concernés ou qui sont sous-traitants d'OIV ? Ok. Je pense que l'échantillon est aussi dû au positionnement de Waystone sur sa volonté d'accompagner des grands comptes. Par ailleurs, on a pu en accompagner des plus petits qui ont été exclus du périmètre d'analyse, ça fausse un petit peu les statistiques. Donc oui, il y a des choses qui sont faites. Effectivement, je pense que dès qu'on a un grand groupe, il y a beaucoup de coordination à faire entre les différents acteurs et du coup, déjà le programme en lui-même, la définition du qui fait quoi, qui va faire quoi, sur quoi on s'appuie, etc., va prendre beaucoup plus de temps que sur une petite entreprise où finalement c'est beaucoup plus facile de mettre quasiment toutes les personnes impactées autour de la table directement et trouver des solutions simplement. Donc évidemment, le budget est beaucoup plus petit. Pour autant, après, il y a des frais non compressibles. Et c'est notamment des questions qui se posent sans qu'on ait les réponses à l'heure actuelle précisément sur tout ce qui va être prestataire de détection notamment et aussi le coût des sondes. Là, pour le coup, on achète en matériel, donc on ne peut pas trouver des solutions pour traiter efficacement un risque. Mais de ce qu'on a réussi à capter en termes de plus petites entreprises, si, c'est des problématiques qui sont clairement adressées également aussi, avec le travail de coordination sectorielle aussi qui est fait par l'ANSSI par ailleurs. On a parlé de prestataires de détection d'intrusion homologués PDIS, de sondes qualifiées. En quelle mesure ces éléments sont disponibles pour la préparation budgétaire et pour commencer à préparer le déroulement du projet de mise en conformité ? Ils sont partiellement, je pense que globalement, la liste n'a pas été officialisée. Ce qui est, aux dernières nouvelles, la posture de l'ANSSI, c'était de pouvoir effectivement faire, pourquoi pas, dans certains contextes particuliers, et donc là je laisserai compléter ou corriger, déjà des aperçus de ce qui se fait en termes de tendance en bilatéral entre l'OIV en question et l'ANSSI. Donc il y a un certain nombre d'informations qui manquent encore de manière officielle, effectivement. Que ce soit sur les sondes, la liste des sondes qualifiées,
leurs coûts, leur modèle, leur business model, parce qu'il y a aussi la maintenance qui est associée. Et c'est vrai aussi pour les prestataires de détection. Donc il y a un peu de flou pour la préparation budgétaire. Encore, effectivement, ouais, tout à fait. Alors Christian Sévère, vous avez un retour d'expérience d'un OIV. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu dans la mise en œuvre de la LPM pour être conforme ? Les enjeux, déjà, c'est de pouvoir répondre aux exigences qui sont exposées et donc pouvoir effectivement être homologable. Et en même temps, c'est un enjeu qui est une opportunité et qui permet aussi de développer la sécurité, la culture sécurité au sein de l'entreprise sur toutes les structures et non pas celles qui étaient seulement concernées par les SIIV. Et notamment dans le retour d'expérience que j'ai pu bénéficier, c'est toute la partie marketing et commerciale qui en bénéficie également, puisque cet acteur est à la fois client et fournisseur d'autres OIV. Donc il y a un certain nombre d'exigences qu'il va mettre en œuvre chez lui, qu'il va devoir appliquer dans le cadre de la fourniture de ses services et dans ses attentes chez les fournisseurs qui sont également OIV. Donc il y a un partage comme ça de la compétence et de la culture sécurité qui se disperse sur l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est ces enjeux-là déjà qui ressortent et qui sont finalement un atout de la LPM. Qu'est-ce qu'il en est dans les relations avec les fournisseurs, avec Alors, les clients ? Autrement, dans le cadre des fournisseurs qui ne sont pas soumis à LPM, ça a été abordé aussi. C'est toujours quelque chose qui est un petit peu difficile. En tout cas, pour certains fournisseurs, ça a été une contrainte assez lourde. Mais alors, on le remarque, déjà, l'OIV l'a remarqué, mais de mon côté également, puisque au sein de la CCI Île-de-France, je cherche aussi à pousser la sécurité, notamment auprès des fournisseurs. Et on remarque que finalement, l'ensemble de la scène économique fait progresser sa sécurité. Alors peut-être que c'est justement grâce à la LPM ou une prise de conscience générale. En tout cas, le résultat est là. Toute la scène économique cherche à progresser sur la sécurité. Et c'est devenu même un argument commercial de la même façon que je disais pour l'OIV. C'est tous ces... alors peut-être pas pour tous les fournisseurs, mais en tout cas, c'est devenu... un enjeu qui n'est pas à négliger, qui est mis en avant, puisqu'il y a une dépense qui est faite côté fournisseur, il faut la rentabiliser, elle peut se rentabiliser au travers de la relation commerciale. Voilà. Alors autrement, du côté CCI, on travaille aussi beaucoup avec des startups, notamment qui sont dans le domaine de l'IoT, et de la même manière, on a cette approche qui commence à apparaître, l'approche de la sécurité qui apparaît même au sein des startups qui, à l'origine, sont souvent assez lointaines, assez loin de ces questions de sécurité. Donc, quelque part, il y a vraiment, on sent cet engouement et cette prise de conscience générale. On a parlé de sanctions, on a parlé de 150 000 € si on ne respecte pas l'obligation de notification des incidents. Il y a peut-être la peur du gendarme. En quelle mesure ça joue dans cette approche de mise en conformité ? Alors, elle a eu ça a été un levier très fort puisque du coup, le directeur général de l'entreprise s'est investi personnellement dans la mise en œuvre de la LPM et ils ont donc un comité stratégique de la sécurité trimestriel qui est présidé par le directeur général et qui donc pousse l'ensemble de ses équipes à progresser sur ce périmètre. Donc c'est vraiment effectivement, en tout cas pour cette société-là, un enjeu stratégique qui est poussé par la direction générale, qui est vraiment dans le cœur même de l'entreprise. Vous voulez dire un mot, Maître ? Oui, parce qu'on a un peu de recul par rapport à cette obligation de notification en matière d'informatique et liberté, puisqu'elle existe pour les fournisseurs de services de communication électronique, c'est-à-dire les opérateurs, les magasins qui offrent l'accès public, les accès publics, etc. D'abord, il y a un risque d'image important, au-delà du risque de l'amende administrative ou de l'amende pénale. Amende administrative CNIL, amende pénale pour l'LPM, il y a ce risque d'image.
Il y a aussi un effet pervers, c'est que les notifications elles déclenchent des contrôles. Bon, alors c'est pervers, mais c'est une réalité. Dès qu'on notifie à la CNIL, souvent, en retour, on a un contrôle. Et un contrôle de la conformité de l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Et donc, on parle là véritablement de risques importants. Encore une fois, récemment encore, il y a à peu près une année, on a un opérateur dans les télécoms qui a été condamné d'un avertissement public, mais un avertissement public suite à une notification. En B2C, ça peut vouloir dire plusieurs dizaines de pourcents de chiffre d'affaires perdu. Hein. Donc, jusqu'à 40% dans un cas qui a été cité par la CNIL. Donc, c'est donc des effets de bord aussi qu'il ne faut pas négliger au-delà du montant de l'amende pénale ou administrative. Si on parle de contrôle ou d'audit pour la LPM, vous disiez ces contrôles seraient décidés par le Premier ministre. À partir de quand on peut s'attendre à avoir ce type de contrôle ? Bon, bien sûr, il faut le temps de se mettre en conformité. Alors en fait, oui, le contrôle, il vise à valider la conformité par rapport aux règles de sécurité et le niveau général de sécurité. D'accord ? Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de règles qui sont entrées en vigueur. Par exemple, la règle sur la PSSI, son échéance approche pour beaucoup de secteurs. Mais donc, il n'y aurait déjà pas beaucoup de choses à contrôler. Par contre, il peut y avoir des contrôles qui sont un moyen aussi de pression sur des opérateurs récalcitrants. D'accord ? C'est-à-dire, si on dit, ben non, mon système d'information, il n'est pas vital, ou de toute façon, je peux m'en passer pour réaliser la mission, ben, un audit de l'ANSSI ou d'un PASSI spécialisé sur des systèmes industriels, par exemple, peut montrer que finalement, non seulement il est vulnérable, mais en plus, il peut effectivement avoir un impact. Donc ça, c'est un moyen. Donc c'est le Premier ministre qui les décide, sur proposition de l'ANSSI et consultation également des ministères coordonnateurs. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Je pense que d'ici la fin de l'année et clairement en 2018, il y aura des contrôles LPM qui seront organisés. Si on revient au secteur de l'aéronautique, des sites de production, aujourd'hui, dans le domaine de la production, on parle d'IoT, on parle d'industrie 4.0, on est en pleine digitalisation. En quelle mesure la LPM, c'est un frein à cette digitalisation ? C'est pas un frein. La digitalisation, c'est pas quelque chose qu'on arrête ou qu'on remet, dans tous les cas. Alors autant la LPM peut être un frein, hein, on peut arrêter des choses éventuellement. Non, c'est ça. La digitalisation, c'est simplement une évolution du contexte. Donc ce contexte-là, on l'a vu tout à l'heure, la LPM, ça s'approche par une analyse de risque. Une analyse de risque, c'est pas quelque chose qu'on fait à un instant T, qu'on boucle dans un joli rapport, même s'il est fait par Weston, et qu'ensuite on va enterrer. Donc la digitalisation croissante des produits ou des environnements de production, c'est simplement quelque chose qui fait évoluer les contextes d'analyse de risque. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des relations avec les fournisseurs et en particulier avec les PME qui ont peut-être du mal à digérer la LPM ? Pour le secteur aéro, c'est ce que je disais dans ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va avoir à digérer. Donc de toute façon, on est plutôt dans une logique attentiste, wait and see finalement, de ce qui va venir de nos donneurs d'ordre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant quand même pour nous, c'est que la LPM, elle vient peut-être formaliser, matérialiser des bonnes pratiques qui sont dans le secteur depuis déjà longtemps. Elles ont peut-être le mérite, comme le disait tout à l'heure Maître Iteanu, de venir titiller un peu certains dirigeants parfois récalcitrants qui ont du mal à entendre le bien fondé d'eux et qui comprennent parfois un peu mieux des sanctions pénales ou civiles en fonction du secteur. Donc il n'y a pas d'angoisse particulière, plutôt une attente. En fait, c'est vraiment plutôt une attente aujourd'hui, et c'est une des attentes, c'est de dire qu'est-ce qu'on va voir arriver finalement chez nous, quelles sont les obligations qui vont arriver chez nous, par quel biais, puisque c'est presque là la vraie interrogation aujourd'hui de la chaîne de sous-traitance, en tout cas Aéro, c'est par quel biais ça va arriver, comment on va savoir. Il va falloir qu'on s'y prépare quand même un petit peu, à minima, surtout sur des choses qui peuvent être collaboratives à des processus d'homologation. Alors vous disiez en introduction de votre présentation que la cybercriminalité, la cybersécurité, vous en tenez compte déjà depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on parle de terrorisme, on parle
éventuellement de cyberterrorisme. En quelle mesure la LPM nous aide par rapport à cette menace cyberterroriste? Je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour répondre à la question, mais le secteur aéronautique, le terrorisme, ça fait très très longtemps qu'il l'adresse, depuis bien avant la cyber, malheureusement. C'est encore une fois aujourd'hui une déclinaison. Le cyberterrorisme, vis-à-vis des acteurs de l'aéronautique, c'est un changement de contexte, un changement d'évolution. L'organisation État islamique a nommément cité le secteur aéronautique comme une cible, pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Représentation nationale et en particulier. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être aller, je vous invite d'ailleurs à passer quelques temps au Salon du Bourget le week-end prochain. Certaines conférences parleront de ces sujets-là, bien sûr. Moi, je propose de donner la parole à la salle maintenant pour des questions. Qui se lance pour une première question? On parlait de prestataires qualifiés, sondes qualifiés. La plupart de nos entreprises ne sont pas basées uniquement en France, sont basées en Europe. Demain, si je travaille en Belgique et une partie de mon entreprise est en Belgique, est-ce que je vais acheter une sonde qualifiée belge, une sonde qualifiée française, un prestataire qualifié français, un prestataire qualifié allemand? Comment je vais m'en sortir de ce cas-là? Alors déjà, la loi de programmation militaire, elle s'applique qu'à des opérateurs français, d'accord, avec une réglementation qui s'applique sur le territoire national, d'accord. On a quelques cas, de systèmes d'information d'importance vitale qui sont basés à l'étranger, qu'on va régler de façon plus spécifique. La directive Nice, par contre, effectivement, elle couvre le territoire européen avec un cadre général qui est applicable à tous les pays, mais par contre des règles de sécurité qui varient éventuellement d'un pays à l'autre, d'accord. Et une entreprise ou une filiale belge d'un groupe français aurait appliqué la directive Nice déclinée ou transposée en droit belge, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on le disait au début, la loi de programmation militaire a préexisté à la directive Nice, et la France a fait tout son possible pour influencer les travaux pour que la philosophie de la directive Nice soit compatible avec la loi de programmation militaire, et que dans sa transposition française, on puisse réutiliser des mécanismes qui sont déjà existants, d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la France, au-delà de ce travail d'influence sur la directive elle-même, aujourd'hui porte les règles LPM au niveau européen dans les groupes de travail qui réunissent les États membres, cette fois-ci, pour que ce soit un modèle qui soit également adopté par d'autres pays. Alors pas exactement l'identique, chaque pays reste entièrement souverain, bien évidemment, mais ce modèle des règles de sécurité, il pourra, en tout cas il est proposé comme une base à d'autres pays européens. Et pour cela, la France, avec l'investissement qu'elle fait aussi dans l'ANSSI, parce qu'on est un coût pour l'État et on espère aussi créer de la valeur pour la nation. Donc cet investissement dans la cybersécurité, ce savoir-faire, y compris cet écosystème d'industriels et de fournisseurs et de consultants en cybersécurité, il est exportable. Il est exportable, c'est une valeur France, on va dire, fabriquée en France avec les petits labels que vous aviez mis dans votre présentation. Donc l'idée, c'est aussi ce savoir-faire juridique ou ces règles de sécurité, c'est proposé aux autres pays. Et il y a un intérêt, d'accord. Encore une fois, je ne suis pas du tout en position de me prononcer pour les autres pays sur l'adoption qu'ils vont faire ou pas de ces règles-là, mais on essaie de tendre à une uniformisation. Et puis rien ne dit que la Commission européenne ne se saisira pas du dossier dans 2 ans et demi ou 3 ans, puisqu'il y a des délais de révision minimum, mais donc il y aura une révision de la directive Nice à un moment, pour fixer dans le marbre un modèle qui aura déjà été choisi par un grand nombre de pays. Donc peut-être qu'on ira vers plus d'harmonisation encore plus tard. Bon, après, comme vous disiez, il y a des enjeux économiques. Un volant d'activité qui arrive pour les acteurs cybersécurité en France, on peut s'attendre à ce que l'Allemagne ait la même réaction et se dise je vais promouvoir ou privilégier les acteurs cybersécurité allemands pour la mise en œuvre de la directive Nice en Allemagne. Alors oui, mais en fait, chaque pays va qualifier des prestataires qui ne sont pas forcément des prestataires nationaux dans les
les groupes qui sont qualifiés pour faire de l'audit, et des prestations d'audit, il n'y a pas que des groupes français, bien évidemment, d'accord. Et puis, il y a aussi une logique européenne de choisir des prestataires de confiance. Il y a des labels franco-allemands qui visent à qualifier des prestataires de cloud, par exemple. D'accord ? Alors évidemment, on est tout au début. Il y a des réflexions au niveau de la Commission européenne sur l'évolution des schémas de certification et d'évaluation de sécurité pour les technologies de l'information. Donc tout ça, ça va émerger au niveau européen. On fait en sorte que la France soit bien positionnée, que les acteurs soient prêts à en profiter, et encore une fois, que le pays en profite également à travers un meilleur niveau de sécurité. Comment vous allez faire, hein, puisque la notion d'opérateur de services essentiels doit être donnée unanimement par les membres dans lesquels opère la société. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis clair, la France ne pourra pas dire, voilà, cette entreprise, c'est OCE. Si elle travaille en Allemagne, il faut que l'Allemagne soit d'accord avec. Sinon, il n'y a pas de notion de OCE. Donc là-dessus, il y a un petit conflit entre, assez clair et net. C'est le patron de monsieur qui a dit, monsieur Poupard, qui... Je ne vais pas le contredire. Non, vous ne pouvez pas le contredire, moi juste les répète ce qui a été dit au MEDEF. Donc là-dessus, les conflits, parce qu'il y aura forcément un conflit à un certain moment. L'Allemagne qui va insister sur la notion de OCE pour une entreprise allemande qui a des intérêts ici en France, un peu justement pour préserver certaines choses. Et nous, en France, on va se rendre compte là, que cette entreprise-là, elle a une importance pour la sécurité nationale. Donc il va falloir trancher. Ça veut dire que vous allez pouvoir bloquer. Alors, encore une fois, la directive Nice, elle n'est pas liée à la sécurité nationale. Oui, mais on ramène ça aux entreprises qui sont bien réelles et qui sont soit OCE, soit... Alors, donc, soit, les désignations seront faites en France par les ministères coordonnateurs et l'ANSSI, d'accord, pour les opérateurs de services essentiels, en tout cas, d'accord. Alors après, je ne suis pas un spécialiste, et pour un texte qui n'est pas encore transposé en particulier, pour dire, dans le cas d'entreprises qui auraient des intérêts dans plusieurs pays, est-ce que cette désignation se fait au niveau européen ou se fait au niveau de chacun des pays ? En tout cas, la directive, elle est claire. Il faut que tous les États des fournisseurs soient d'accord. Alors, je pense que ce n'est pas le cas pour des entreprises qui ont des activités dans un seul pays, par exemple. Et je pense qu'il faut distinguer aussi des opérateurs de services essentiels des fournisseurs de services numériques qui, eux, peuvent opérer à l'échelon européen. Voilà. Donc, je pense que j'en sais pas assez pour répondre précisément à votre question. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a quand même une latitude pour chacun des pays pour désigner ses propres opérateurs de services essentiels. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits ? Probablement pour des entreprises qui auraient des activités depuis un État membre vers d'autres États membres. C'est peut-être ce à quoi vous faites allusion. Et dans ce cas-là, je ne sais pas vous répondre. D'accord. À ce moment-là, bon, juste pour terminer, mais toujours dans les mêmes leitmotifs, c'est la question des critères de choix, puisque l'Allemagne, elle va vers un modèle très très clair, hein, par exemple dans les services financiers, dans un land, au-delà d'un certain nombre d'opérations financières, vous êtes classifié automatiquement au CE, c'est-à-dire selon, si vous êtes local bien sûr, ou éventuellement vous avez une importance sur 500 000 habitants, etc. etc. Est-ce qu'en France, Annecy, qui a plus la vocation militaire, qui a plus la vocation sécurité, va se pencher et va utiliser exactement les mêmes critères pour désigner, puisque vous êtes chargé donc les critères de désignation des OSE ne sont pas encore fixés, parce que, encore une fois, c'est un travail qui doit être fait avec les ministères coordonnateurs qui connaissent mieux les métiers et les domaines d'activité que l'ANSSI, d'accord ? Est-ce que ces critères seront ceux choisis par l'Allemagne ? Est-ce qu'ils s'inspireront de ces seuils très clairs, d'accord ? Je ne peux pas vous répondre, et encore une fois, cette décision n'appartient pas à l'ANSSI, je pense. Okay. On a vu que pour les opérateurs d'importance vitale, par exemple, les critères ne sont pas numériques ou ne sont pas fixés de façon claire comme ça, d'accord ? Est-ce que ce qui est important, c'est que la méthodologie de désignation des OSE fait partie des choses qui doivent être rapportées par les États membres vers la Commission européenne. Donc il y aura quelque chose de décrit, d'accord ? Est-ce que ce sera un modèle à l'allemande avec des seuils très clairs, vous affectez, vous avez tant d'opérations par an dans votre hôpital, ou vous fournissez de l'eau à tant d'un bassin d'habitants de telle taille ? Je ne peux pas vous répondre, d'accord ?
Ça fait partie des modèles possibles, ce ne sera pas forcément le modèle français. Nous allons prendre une dernière question. Vous nous avez donné quelques chiffres tout à l'heure, on a bien compris que c'était des ordres de grandeur. Est-ce que vous avez une idée de la répartition entre ce qui concerne l'investissement, le CAPEX, pour mettre en place ces mesures, et ce qui va concerner l'OPEX, le maintien en condition opérationnelle finalement de cette LPM dans le temps, parce que ça aussi, ça va avoir un coût dans le temps. Alors, je ne sais pas si vous aviez quelques ordres de grandeur dans les budgets ou un pourcentage à nous donner. Alors, pas de manière consolidée, effectivement. En fait, ce que je disais tout à l'heure, on était sur les budgets initiaux. Et déjà, en fait, donc c'était dans les premiers mois, juste avant ou après la publication des arrêtés. Déjà, l'identification du budget sur la phase de construction, c'était plutôt la construction, en fait. Et après, le run, donc la maintenance dans le temps, reste à évaluer, puisque là encore, on va retomber dans la logique de dilution dans des choses qui sont déjà faites. Plus effectivement certaines choses à maintenir, etc. Mais ça, c'est les chiffres qu'on a réussi à consolider pour qu'ils soient comparables, ne prennent pas en compte cet aspect de maintenance. Oui, parce que la dilution, je suis d'accord sur certaines règles, mais par exemple sur tout ce qui est SOC, etc., vous avez parlé de prix et compagnie. Là, il y a sans doute un surcoût à imaginer, puisqu'on est avec des opérateurs qui sont qualifiés par l'ANSSI à la fois pour l'opération, pour l'intervention et tout ça. Donc on peut, et de même pour les sondes, on peut imaginer qu'il y a des surcoûts en termes d'opération sur le long terme à considérer, quoi. Oui, alors on a effectivement certains OIV qui avaient, sur l'exemple de la détection typiquement, déjà amorcé une infrastructure des processus de détection des incidents de sécurité. Et du coup, là, il faut qu'ils voient comment ils font évaluer leurs process et leurs infrastructures. Et d'autres qui vont peut-être externaliser. Et vu que, justement, il y a encore un petit flou sur la liste des acteurs officiellement, et du coup leur modèle de facturation, c'est justement pour ce genre de sujet que c'est difficile aussi de se maintenir de se positionner sur la maintenance aussi derrière. Et effectivement, il y aura clairement un écart entre un abonnement à un SOC ou le fait qu'on le fasse en interne. Et après, il y a aussi des maturités différentes sur l'évaluation du coût d'une journée d'un interne au sein de chaque OIV, où là, il y a des modélisations différentes sur comment on modélise ça d'un OIV à l'autre aussi. Notre table ronde est terminée. Je crois que nous pouvons les remercier.